Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Élise. J'ai longtemps pensé que j'étais une femme comblée, avec un mari, Antoine, qui travaillait dur, une belle maison et une routine bien huilée. J'étais l'épouse modèle, présente, attentionnée, toujours là pour l'épauler. Pendant des années, j'ai cru que notre stabilité était le reflet de notre amour. Mais parfois, la vérité se cache derrière les gestes les plus banals. Tout a commencé par des absences de plus en plus longues. Antoine disait qu'il avait des réunions tardives, des voyages d'affaires imprévus, des conférences qui se multipliaient. Au début, je n'ai rien soupçonné. J'étais habituée à son emploi du temps chargé, mais il y avait quelque chose de différent. Il n'appelait plus. Il répondait à mes messages avec des retards étranges. Ses yeux ne me regardaient plus comme avant. Et surtout, il avait ce regard absent, comme s'il vivait une autre vie. Un soir, alors que je faisais du rangement dans le salon, son téléphone a vibré. Ce n'était pas dans mes habitudes de fouiller, mais une intuition m'a traversée. Le message disait « Merci pour hier soir. Tu m'as manqué tout le week-end. À quand notre prochain moment ?» Signé d'un prénom que je ne connaissais pas. Clara. Mon cœur s'est figé. J'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas crier, ni pleurer. Pas encore. Il fallait que je comprenne, que je sache. Alors j'ai commencé à observer. Il ne s'est douté de rien. Pendant 2 semaines, j'ai collecté chaque détail. Les heures où il partait, les moments où il rentrait en prétendant être épuisé. J'ai même trouvé un reçu de restaurant dans la poche de sa veste, un endroit romantique que nous n'avions jamais fréquenté ensemble. J'ai suivi son itinéraire une fois, sans qu'il ne le sache. Il avait dit qu'il avait une réunion à l'autre bout de la ville. En réalité, il était dans un quartier résidentiel, devant un petit immeuble. Je l'ai vu frapper à une porte. Une femme blonde lui a ouvert. Elle l'a embrassé. Je suis rentrée chez moi, tremblante. Ce soir-là, il est rentré plus tard que d'habitude, avec des fleurs à la main. Des fleurs. Il m'a souri, m'a dit qu'il m'aimait. J'ai souri aussi. Mais au fond de moi, quelque chose s'était brisé et quelque chose d'autre était né, une volonté glaciale de ne pas me laisser détruire sans riposter. Mais je ne voulais pas faire ce que lui m'avait fait. Je ne voulais pas trahir. Je voulais me venger, oui, mais autrement. De manière plus fine, plus discrète, plus douloureuse. Et cela prendrait du temps. J'ai commencé par faire semblant. Être encore plus présente, plus douce, plus aimante. Je cuisinais ses plats préférés. Je riais à ses blagues. Je lui faisais croire que je n'avais rien vu. Il pensait que j'étais naïve, qu'il contrôlait tout. Mais c'est moi qu'il contrôlait désormais. Pendant plusieurs semaines, j'ai construit mon plan. J'ai repris contact avec des amies influentes, notamment une qui travaillait dans l'administration fiscale. Je savais qu'Antoine avait des zones d'ombre dans ses finances. Il m'avait souvent demandé de ne pas poser de questions sur ses investissements. Je me suis renseignée discrètement. Ce que j'ai découvert m'a glacée. Il avait ouvert un compte au nom d'une société fictive et il y versait des sommes considérables, probablement pour entretenir Clara. Je n'ai rien dit. Je continuais à jouer mon rôle de parfaite épouse. Il ne se doutait pas que chaque mot, chaque sourire que je lui offrais était un poison lent. Et surtout, il ne se doutait pas que j'étais en train de faire en sorte que tout s'effondre autour de lui, pièce par pièce. Un jour, alors qu'il était sous la douche, j'ai pris son ordinateur. Le mot de passe n'avait pas changé. J'ai accédé à ses mails, à ses relevés bancaires,
à ses correspondances avec Clara. C'était un océan de mensonges. J'ai tout copié sur une clé USB. Je n'allais pas le confronter tout de suite. Il fallait attendre le moment parfait. En parallèle, j'ai commencé à transformer ma vie. Je me suis inscrite à une formation en ligne en comptabilité et gestion. J'ai repris confiance. Je sortais plus, je prenais soin de moi. Il pensait que je faisais tout cela pour lui. Il n'avait pas compris que c'était pour moi. Pour ma reconstruction, pour ma vengeance. Puis j'ai rencontré Hugo. Ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas une liaison. C'était une rencontre d'esprit, de respect mutuel. Il travaillait à la médiathèque. Nous avons parlé de livres, de voyages, de philosophie. Il m'écoutait comme plus personne ne m'avait écouté. Il m'a redonné foi en l'intelligence, en la complicité. Je n'ai jamais franchi de ligne. Je n'ai jamais voulu que ma vengeance soit basée sur l'infidélité. Je voulais rester au-dessus de ça. Mais ce lien avec Hugo m'a aidé à me redresser, à comprendre que je méritais mieux, que je n'étais pas qu'une femme trompée. J'étais une femme forte. Le jour où j'ai enclenché la première phase de mon plan, il n'a rien vu venir. J'ai fait une copie anonyme de tous ces documents compromettants et je les ai envoyés à l'inspection des impôts en les signant d'un faux nom. Puis, j'ai contacté le propriétaire de l'immeuble où vivait Clara. Je lui ai envoyé les preuves que Clara sous-louait illégalement son appartement, ce qui lui a valu un avis d'expulsion. Antoine, de son côté, commençait à perdre pied. Des courriers de l'administration arrivaient. Il devenait nerveux. Et moi, je restais calme. Il se demandait pourquoi j'étais aussi paisible. Je lui disais que j'étais heureuse, que notre couple allait mieux, et il me croyait. Je n'ai pas eu besoin de crier, ni de pleurer, ni de me salir. Ma vengeance était silencieuse, implacable, et elle ne faisait que commencer. Le calme apparent dans notre maison n'était qu'une illusion que je cultivais avec soin. Antoine continuait à vivre dans le mensonge, persuadé d'être un maître du jeu. Mais il ignorait qu'il était déjà en train de tout perdre, lentement, méthodiquement, comme les dernières gouttes d'eau s'échappant d'un sablier fissuré. Après les premiers courriers des impôts, Antoine est devenu paranoïaque. Il vérifiait sa boîte mail toutes les heures, évitait certains appels. Il avait cessé de voir Clara aussi souvent, sans doute pour brouiller les pistes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le mal était déjà fait. L'administration fiscale avait lancé un audit. Et Clara, de son côté, avait dû quitter son appartement en urgence. Je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit dans l'immédiat. Je devais simplement continuer à paraître aimante, rassurante. Je lui préparais encore son café préféré le matin, je pliais ses chemises, je lui faisais croire que rien n'avait changé. Il commençait même à me dire qu'il regrettait de m'avoir négligé ces derniers mois, qu'il se sentait chanceux de m'avoir. Ces mots, autrefois si précieux pour moi, glissaient non, mais maintenant sur moi, comme de l'eau sur du verre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point il était aveugle. Il n'a jamais imaginé une seule seconde que je puisse être celle qui tirait les ficelles. Il pensait encore que Clara, ou quelqu'un d'autre l'avait trahi. Il ne comprenait pas que sa propre épouse, silencieuse et douce, pouvait être aussi stratège. Cela me faisait presque sourire. Presque. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Son humiliation n'était pas encore totale. Il avait détruit ma confiance, mon image de nous, mon identité. Il fallait qu'il ressente une douleur équivalente, pas physique, une douleur intérieure, celle qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait douter de tout, même de vous-même. Je savais qu'il tenait beaucoup à sa réputation professionnelle. Dans son entreprise, il était respecté, admiré. C'était un cadre supérieur en charge de plusieurs projets confidentiels. Il se vantait, souvent, lors de dîners mondains,
de son éthique irréprochable et de sa droiture. Quelle ironie! J'ai commencé à contacter discrètement d'anciens collègues à lui sous une fausse identité. Je leur ai envoyé des documents montrant qu'ils détournaient des fonds via des sociétés écrans. Des copies que j'avais récupérées dans ses archives personnelles. Antoine, comme beaucoup d'hommes trop sûrs d'eux, avait oublié que je gérais à une époque tous ces dossiers administratifs. Il m'avait confié l'accès à tout. Et il avait oublié de verrouiller ses secrets. Le bruit a commencé à circuler dans son entreprise. Il m'en a parlé un soir, l'air inquiet. Il disait que quelqu'un essayait de lui nuire. Il se sentait espionné. Il m'a même demandé « Tu crois que quelqu'un me suit ?» Je l'ai regardé, les yeux remplis d'une fausse compassion, et j'ai répondu « Peut-être que tu as fait du mal à la mauvaise personne ?» Il n'a pas compris. Il n'a jamais compris. Pendant ce temps, de mon côté, j'avais transformé ma vie. J'avais terminé ma formation, décroché un petit poste dans une entreprise locale. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, mon argent, mon indépendance. J'étais libre. Hugo, de son côté, était toujours là. Nous nous voyions de temps en temps, dans des endroits neutres. Il ne m'a jamais demandé de me confier. Il respectait mes silences. Et c'est justement cela qui m'a aidé à me reconstruire. Il ne me regardait pas comme une femme blessée. Il me regardait comme une femme debout, forte. Un jour, alors qu'Antoine rentrait du travail plus tôt que prévu, il m'a trouvé en train de lire, dans le salon. Il avait le visage défait. Il m'a dit qu'il avait été suspendu provisoirement de ses fonctions, qu'un audit interne avait été déclenché. Il m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Je crois que tout s'effondre. » Je me suis levée, j'ai posé mon livre et je lui ai pris la main. Il croyait encore que j'étais à ses côtés. Il pensait que j'allais l'aider, le soutenir, comme toujours. Il m'a demandé « Tu es avec moi, hein? On va s'en sortir ?» Je l'ai regardé calmement. Et j'ai répondu « Tu récoltes ce que tu as semé. » Ce fut la première fissure dans « Et de son illusion ». Il a reculé d'un pas. Il m'a observé comme s'il voyait une étrangère. Pour la première fois, il a compris qu'il n'était plus en terrain conquis, que je n'étais plus la femme soumise d'autrefois, que j'étais devenue une menace. Après cela, il a essayé de revenir vers moi. Il m'a proposé un voyage. Il m'a même parlé de renouveler nos vœux. Tout cela sonnait faux, et surtout, trop tard. J'étais déjà ailleurs, dans un autre monde, un monde qu'il ne comprenait pas, celui de ma liberté retrouvée. Mais je n'avais pas terminé. Il me restait une dernière carte à jouer, la plus symbolique. Je me suis rendue chez un notaire. J'ai lancé une procédure de séparation de biens. Puis, j'ai vendu la voiture que nous avions achetée ensemble. Avec l'argent, j'ai financé le lancement d'un petit service indépendant que j'avais toujours rêvé de créer. Une sorte d'agence de conseil pour femmes en reconversion. Une manière de transformer ma souffrance en force et ma revanche en avenir. Quand il a reçu les papiers du notaire, il a paniqué. Il m'a accusé de le trahir. Il a hurlé. Il a pleuré. Il m'a supplié. Mais moi, je ne ressentais plus rien. Juste un soulagement. Je lui ai dit « Tu m'as trahi bien avant. Tu ne mérites ni mon pardon, ni ma pitié. Tu n'as été qu'un passage vers ce que je suis devenue. » Et je suis partie. Je suis partie sans me retourner. J'ai pris mes affaires, ce qui m'appartenait, et j'ai quitté cette maison devenue étrangère. Pas dans la rage, ni dans le fracas. Juste avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Ce jour-là, je suis allée déposer mes clés chez le notaire. Antoine n'était pas présent. Je n'aurais pas supporté ses larmes de crocodile, son air de victime qu'il avait commencé à adopter depuis qu'il comprenait que tout s'effondrait autour de lui. L'homme qui me dominait par ses silences et ses absences
était devenue minuscule dans sa propre vie. Je n'étais plus sa femme. J'étais celle qui lui avait enlevé ce qu'il chérissait le plus, le contrôle. Mon projet professionnel commençait à prendre forme. Ce qui n'était au départ qu'une idée griffonnée sur un carnet était devenu une petite entreprise locale. Je m'étais spécialisée dans l'accompagnement des femmes voulant se reconstruire après des ruptures, des divorces ou même des burn-out. Je leur proposais des ateliers, des séances de coaching, des groupes de parole. Chaque femme qui entrait dans mon bureau trouvait en moi une alliée, mais aussi une preuve vivante que l'on pouvait renaître. Je ne parlais jamais de mon histoire personnelle. Ce n'était pas nécessaire. Tout ce que j'avais traversé m'avait forgé, affiné, renforcé. Je n'étais plus dans la douleur. Je n'étais plus dans la colère. J'étais dans l'après-midi. Et c'est ce que je voulais offrir aux autres, un après. Antoine, lui, ne s'en est pas remis. Quelques semaines après mon départ, il m'a appelé plusieurs fois. J'ai fini par répondre par curiosité. Sa voix était faible, presque brisée. Il m'a dit que Clara l'avait quitté, qu'elle avait vidé son compte joint. Il avait été licencié officiellement après les résultats de l'enquête interne. L'administration fiscale l'avait poursuivi pour fraude. Il avait perdu sa voiture de fonction, son statut et une grande partie de ses économies. Il me disait qu'il n'arrivait plus à dormir, qu'il revoyait mes yeux le soir où je lui avais dit « Tu récoltes ce que tu as semé ». Il disait qu'il regrettait tout, qu'il avait ruiné sa vie pour un caprice. Je n'ai pas répondu. Il voulait mon pardon. Il voulait que je le libère de sa culpabilité. Mais ce n'était pas à moi de le faire. Il devait apprendre à vivre avec le poids de ses choix. Comme moi, j'avais dû apprendre à vivre avec le vide qu'il avait laissé. Je n'ai jamais cherché à le détruire. Je voulais seulement qu'il comprenne. Qu'il ressente profondément la douleur que j'avais ressentie. Et qu'il sache que ce n'était pas une vengeance impulsive, mais une justice lente, patiente, calculée. Une justice silencieuse, comme les vérités qui finissent toujours par éclater. Un jour, en sortant de mon bureau, je suis tombée sur lui, par hasard. Il avait maigri. Il portait un manteau trop grand, le regard fuyant. Il m'a reconnue immédiatement. Il a voulu s'approcher, me parler. J'ai levé la main. Il s'est arrêté. Je lui ai dit calmement. Ce que tu cherches n'existe plus, ni chez moi, ni en moi. Et je suis partie. Je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, je vis dans un appartement que j'ai choisi, décoré avec soin. Chaque objet, chaque meuble me ressemble. Il n'y a plus de faux-semblants, plus de secrets, plus de mensonges. Je me lève chaque matin avec le sentiment d'avoir reconquis quelque chose de précieux. Moi-même. Hugo et moi restons en contact. Rien de passionnel. Rien d'ambigu. Juste une présence honnête. Il m'a dit une fois « Tu es une femme qui ne laisse pas les flammes la consumer. Tu es celle qui marche dans les braises et qui transforme les cendres en force. » J'ai souri. Il avait raison. Je ne suis pas fière d'avoir dû en arriver là, mais je suis fière de ne pas m'être abaissée. Je suis fière d'avoir gardé la tête haute, d'avoir rendu justice sans salir mes mains. On dit que la trahison détruit. C'est faux. La trahison révèle. Elle révèle les vrais visages, les forces cachées, les vérités enfouies. Et parfois, elle libère. Je suis Élise. Et ce que j'ai perdu un jour est devenu ce qui m'a sauvée. Financial.